basavye ko nogira ico mvuze nkatanga une base de discussion kuri ibi bijanye n'amakonflit électoraux. Nariko ndavuga ati sindi umuhinga kuko biragoye cyane ivyo bibazo bijanye n'amakonflit électoraux. Je peux juste vous proposer une base de discussion n'ayahandi ivyiyumviro nyamukuru biza kuva muri mwebwe, vous les acteurs mwebwe bayemwo au quotidien. Nitwa Guillaume Ndayikengurutse, ndumwigisha muri kaminuza. Alors, tout arandiriye, je voudrais vous proposer ce plan de présentation. Je vais faire une brève introduction. Par la suite, je vais parler des conséquences des conflits électoraux. Plutôt, je vais parler des causes des conflits électoraux. Par la suite, je vais parler des conséquences des conflits électoraux. Et en troisième lieu, je vais proposer des pistes pour surmonter ces conflits avant de conclure. Alors, en guise d'introduction, vous le constatez avec moi, depuis les années 90, les échéances électorales en Afrique ont souvent été une occasion d'éclosion des conflits. Des conflits parfois trop violents. Et nous devons retenir dans cette réflexion que nous allons mener ensemble, c'est que les conflits électoraux ont des effets néfastes qui sont durables et qui ont un impact certain sur la gouvernance de chaque pays. Hagiye haraba izo njyane zivuye mu matora cyangwa zihagaze ku matora dont un des responsables de Parsem a parlé, vision ziba compromise. Alors, vaut mieux éviter ce genre de conflit. Ces conflits électoraux ont des racines. Parfois, la tendance nous kurondera l'origine de ces conflits, nous kuyirondera mu bintu tuba turiko turabona sur le champ. Alors que ce sont des conflits qui ont des racines qu'on peut trouver dans divers paramètres historiques, politiques et socio-économiques. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Nous allons essayer de cerner ces paramètres qui conduisent à des conflits, ce qui va peut-être nous permettre de mieux comprendre comment agir en amont et prévenir ce genre de conflit. Comme trame de ma présentation, j'ai posé la question suivante, ou les questions suivantes. Quelles sont les causes des conflits électoraux? Quelles sont les conséquences des conflits électoraux? Et quelles sont les voies et moyens pour les surmonter? Alors, je vais juste donner une base de discussion, mais Ivionza Kuvuga, ce n'est pas vraiment exhaustif. Ce n'est pas exhaustif et en ce genre de choses, il ne faut jamais prétendre à les éviter. Mugabo, ni haba hari ibintu bituma des conflits, ce genre de conflits ziboneka, nous parlons souvent de la culture politique. La culture politique, il est dans un pays donné. Lorsque nko mu bihugu vyakomerekejwe n'injyane zihagaze ku moko, lorsque nous gardons cette culture de rivalité ethnique, ni kimwe mu bishobora gutuma haba ce genre de conflits électoraux. Lorsque nous gardons la culture de la violence, lorsque la violence devient un réflexe, tukibaza yuko ikigoranye cyose on peut résoudre cela à travers la violence, ça conduit, c'est une des causes des conflits électoraux. L'origine aussi des conflits électoraux, c'est la prolifération des partis politiques fondés sur le culte de la personnalité. Lorsque nous avons des partis politiques
qui, au lieu de développer des idéologies fortes, qui, au lieu de choisir la voie de se constituer en de véritables institutions, deviennent comme des entreprises privées, des personnes, des individus, ça fait que ces partis manquent d'arguments à amener sur le terrain de la compétition et du coup, le culte de la personnalité s'enracine dans la vie de ces partis. Ils n'auront rien à vendre qu'à créer des conflits quand à la phase des échéances électorales. Une autre cause, c'est la corruption généralisée. La corruption généralisée, lorsque nous pensons que nous pouvons tout acheter, lorsque nous pensons que nous pouvons acheter, y compris les convictions des gens, lorsque l'achat des consciences, lorsque la corruption devient un mode où je n'ai pas à convaincre, j'ai les moyens financiers, je vais tout faire. Ça, c'est une des causes profondes de ce genre de conflits électoraux. Il en est de même, il y a un système judiciaire fragile. C'est-à-dire, dans un pays donné, lorsque vous savez qu'à un certain moment, s'il y a indifférence, s'il y a un malentendu, s'il y a des incompréhensions, la justice ne sera pas à la hauteur, cela peut conduire également à des conflits électoraux. Alors, la perception d'injustice historique non résolue, c'est aussi une des causes de conflits. Lorsque on garde ces injustices du passé, ukagumubona igihe cy'amatora comme une façon, comme une phase, comme un tremplin pour régler les injustices subies par le passé, ça aussi, ça engendre des conflits électoraux. Il y a aussi ce que j'ai appelé ici la dynamique internationale. Les interactions qu'un État donné, qu'un gouvernement donné a avec la communauté internationale. Une communauté internationale qui parfois vient avec des standards. Exige certains standards pour que l'élection soit considérée comme une véritable élection démocratique. Et que de l'autre côté, il y a un gouvernement qui estime qu'il a sa propre façon de conduire ces élections. Les acteurs, les partenaires électoraux s'alignent derrière tel ou tel autre point de vue. Sangala va dire que nous voulons suivre ces standards. Faisons une élection telle que nous la comprenons nous-mêmes et cela peut engendrer des conflits électoraux. Et peut-être ça fera l'objet d'un débat. Mais je suppose que lorsque vous choisissez d'entrer dans un modèle que vous n'avez pas inventé, mais vous choisissez d'entrer dans un modèle, vous choisissez le modèle démocratique avec tout ce qui est élection démocratique, ces standards, d'où qu'ils viennent, ils correspondent aux valeurs auxquelles aspire tout être humain indépendamment d'où il se trouve. Alors, l'autre cause, c'est lorsque des élections sont perçues comme un événement plutôt qu'un processus à long terme. C'est-à-dire, lorsqu'on pense que ce qui compte, c'est le jour du scrutin et qu'on néglige d'une manière ou d'une autre les autres phases préparatoires, ça aussi, ça peut engendrer des conflits électoraux. Parce que c'est dans ces phases, en réalité, que ce qu'on appelle l'infrastructure électorale se met en place. Les textes de loi, les listes des candidats, l'administration électorale dans tous ces démembrements. Tout cela se met en place dans ces phases préparatoires. Ce jour du scrutin n'est qu'un couronnement et ce qui se passe ce jour du scrutin, normalement, il n'y a pas de surprise en fonction de la façon dont le processus a été conduit dès le début. On peut déjà prévoir comment ça se passe ce jour du scrutin. L'absence de règles de base adéquates ou des contextes juridiques controversés. Dès lors que dès le départ, il y a des protagonistes des élections qui se plaignent de tel ou tel autre texte juridique qui encadre le déroulement des élections,
on peut déjà entrevoir un conflit électoral à venir. Il y a aussi d'autres causes, comme l'adoption d'approches à somme nulle en matière de prise de décision, au lieu d'explorer les terrains d'entente possibles. Lorsque les partenaires électoraux, surtout ceux qui ont des décisions à prendre, ne cherchent pas à trouver une base consensuelle et qu'ils utilisent le pouvoir temporaire donné pour prendre des décisions de façon unilatérale, sachez très bien aussi que ça, c'est une source de conflit. Le défaut d'assistance au développement organisationnel des entités chargées de l'organisation des élections. Oui, on peut se dire qu'on est expérimenté, on peut se dire qu'on a toute la compétence, mais penser qu'on n'a pas besoin d'une expertise venue d'ailleurs pour être plus performant, ça risque d'être, c'est une forme de narcissisme qui conduit quelque part à, on ne peut pas bien faire lorsqu'on n'est pas appuyé. Donc cette illusion d'autosuffisance peut conduire aussi à des conflits électoraux. La résistance aux experts en élection, qui sont bien intentionnés, et le rejet de leurs conseils. Oui, certes, vous avez choisi comme un des membres de ceux qui vont conduire le processus électoral. Parfois, vous n'êtes même pas choisi sur base d'une expertise avérée en matière d'élection. Mais il y a des gens qui passent toute leur vie à se former, à s'informer sur les questions électorales et qui ont une certaine expertise. Et qui peuvent donc vous appuyer sur le plan technique. Parce qu'au final, vous êtes une entité qui prend la décision politique, mais cette décision doit être ancrée dans une sorte de technicité. Alors, lorsque vous rejetez les avis des experts, ça conduit à des décisions, ça conduit à des actes susceptibles de générer des conflits. La négligence, l'autre cause, c'est lié à cela, mais la négligence de la dimension comportementale dans les décisions dans les sociétés divisées. Nous devons dans des pays comme notre, nous devons savoir que ce sont des sociétés blessées. Ce sont des sociétés blessées et il faut vraiment le reconnaître. Les traumatismes du passé sont toujours là. Et ces traumatismes, on ne les retrouve pas uniquement au niveau des communautés. Ce sont des traumatismes qui sont présents dans toutes les sphères, y compris au niveau de ces élites qui conduisent les processus électoraux. Il faut donc le reconnaître et savoir qu'il y a des comportements qui sont liés à notre passé et veiller à ce que ces comportements ne conduisent pas à des conflits électoraux. Et tout à l'heure, je parlais de la violence comme réflexe. C'est une autre manifestation des traumatismes du passé. Donc, il est important lorsque les partenaires électoraux, tout le monde, n'insiste pas sur les attitudes, sur le leadership axé sur des valeurs, le risque est d'arriver à ces conflits. Lorsqu'on considère que c'est une société normale, où tout va bien, où tout le monde est acquis aux valeurs démocratiques, là aussi, ça devient un problème. La mobilisation des fonds à provenance de sources secrètes. La mobilisation de fonds à provenance de sources secrètes, cela aussi peut être une source de conflit. Quand on parle de sources à provenance secrète, généralement, les processus électoraux sont budgétivores et à un certain moment, vous êtes obligé de chercher des fonds. Mais ceux qui donnent les fonds ont aussi leurs conditions. Et donc, vous ne travaillez pas uniquement sur base de vos objectifs initiaux, vous cherchez aussi à répondre aux exigences de ces fournisseurs de fonds. À un certain moment, ça peut vous pousser à adopter des comportements qui remettent en cause la qualité du processus électoral. Toujours au niveau des causes des conflits électoraux, d'emblée, lorsqu'il n'y a pas de confiance
suffisante. Le manque de confiance vis-à-vis des organes de l'administration électorale. Lorsque vous partez déjà sur un défaut de confiance à l'endroit de ceux qui gèrent les élections, sachez très bien que c'est un processus électoral qui est exposé au risque de conflit. À moins des miracles, parce que ces miracles aussi existent, à moins des miracles, si vous n'avez pas confiance en ces personnalités, en ces organes qui sont en train de conduire le processus électoral, le risque est de trouver des conflits. Il y a le système d'élection. C'est-à-dire lorsque le processus électoral, comme si il nous appartenait, et que nous considérons que les citoyens, ce qu'on peut appeler les citoyens ordinaires, et que nous les considérons juste comme des machines à voix, ça devient compliqué. Donc il faut les impliquer dès le départ. L'éducation électorale doit toucher aussi la base, parce que ces citoyens qui votent sont aussi des partenaires électoraux à part entière. Donc il faut qu'ils soient impliqués. Alors, l'autre cause profonde, c'est la faible gouvernance qui induit les gouvernements à agir, qui pousse les gouvernements à agir comme de potentiels instigateurs de violence. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas sûr de comment, lorsque le peuple vous a fait confiance et que vous n'êtes pas sûr de comment vous avez conduit le pays durant une période donnée, et qu'à un certain moment vous vous retrouvez encore une fois devant je veux dire, le jugement du peuple à travers les élections, lorsque vous n'êtes pas satisfait, d'une manière ou d'une autre, vous avez une certaine peur qui peut vous pousser à poser des actes qui conduisent à des conflits, électoraux. Il y a aussi l'extrême fluidité politique et récurrence des conflits entre les partis politiques. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des antagonismes forts entre les partis politiques, au point qu'il ne puisse pas y avoir un dialogue régulier. Vous êtes en compétition, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous parler, ne fût-ce que pour vous entendre sur les règles du jeu. Donc, lorsqu'il n'y a pas ce dialogue entre compétiteurs, je dirais, le risque de conflit électoral est là. Il y a aussi le manque de directives ou insuffisance de capacité des partis politiques. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Lorsqu'un parti politique n'a pas d'offre politique, comme on dit techniquement, lorsque vous n'avez pas une offre politique dont vous êtes convaincu de la pertinence, que vous êtes prêt à vendre aux citoyens, vous trouvez toujours une façon, vous trouvez toujours des artifices pour essayer de décrocher des voix. Et cela aussi conduit à des conflits électoraux. C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable d'engager un débat avec d'autres compétiteurs. Et lorsque vous n'avez pas les termes du débat, vous faites recours aux autres moyens possibles et des moyens qui ne sont pas parfois légaux, orthodoxes, dirais-je. Il y a aussi les divisions internes et luttes de pouvoir au sein des partis. Ça aussi, c'est une des causes des conflits électoraux. Lorsque, au sein des partis, il y a des ressentiments, lorsque les partis qui s'affichent pour le processus électoral ne sont pas si soudés que ça engage des forces qui risquent d'être mal canalisées et cela peut conduire effectivement à des conflits électoraux. Lorsque vous êtes un parti, mais que vous avez des soupçons en interne sur la question de l'alignement, ça vous met dans une situation où vous allez chercher à contrôler le vote de vos membres et cela peut conduire à des dérapages. Il y a de causes, l'incapacité à corriger les erreurs du passé.
Lorsque, par rapport au processus, aux échéances électorales précédentes, vous n'avez pas pu tirer les leçons nécessaires pour mieux faire et que vous reprenez des pratiques qui n'ont pas marché de par le passé, là aussi vous vous exposez à des risques de conflit. Il y a aussi ce qu'on appelle la culture de la politique de soutien de famille, c'est-à-dire la façon de positionner par rapport à ces postes qu'ils sont en train de briguer. Si ces postes sont perçus comme un moyen de survie, un moyen d'accès à des avantages matériels et symboliques, ça pousse à des comportements irrationnels, des conflits taureaux. Parce qu'on va se dire que c'est une question de vie et de mort. Mais lorsque ces postes sont perçus comme plutôt un moyen de service pour la nation, pour servir les comportements deviennent différents. Mais il y a poste ni question de vie ou de mort, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Parfois en passant même par des voies qui ne sont pas nécessairement conventionnelles. Et puis donc, la culture politique qui voudrait que les élections soient perçues comme une épreuve où le vainqueur remporte tout. Si vous entrez dans un processus électoral où vous êtes convaincu des valeurs de pluralisme, mais que vous vous dites vous voulez tout prendre, que vous dites nous devons tout prendre, il n'y a pas moyen de partager, là aussi ça peut conduire à des conflits électoraux. Il y a aussi la culture politique de dénonciation et non du dialogue proactif. Parfois, on assiste à des revendications prématurées de la victoire. C'est-à-dire, on se met dans une position où on ne fait que dénoncer, 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 sans rien proposer, sans reconnaître que quelque chose va bien. Lorsque on entre dans la logique du tout négatif, là aussi, ça peut conduire à des conflits électoraux. Vous entrez en compétition, il faut également accepter de perdre une élection. Lorsque vous n'êtes pas prêt à accepter le résultat tel qu'il se présente, là aussi ça peut générer des conflits. Peu importe la posture où vous vous trouvez, peu importe la force que vous ressentez aujourd'hui, il faut toujours vous mettre en tête qu'il y a plusieurs issues des élections, dont notamment la défaite. Enfin, et j'aurais dû commencer par là, l'exclusion dans toutes ses formes. L'exclusion dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Parce que, vous voyez, nous sommes un pays, le Burundi c'est un pays qui a beaucoup souffert de l'exclusion. Lorsque vous continuez à marcher sur des pratiques exclusives, peu importe la forme que vous leur donnez, lorsqu'il y a des citoyens qui considèrent qu'il y a des droits qui leur sont niés, notamment dans les processus électoraux, là aussi ça peut conduire à des conflits électoraux. Mais alors tout cela va avoir des conséquences dévastatrices sur la gouvernance et le développement. La première conséquence, lorsque des conflits électoraux surgissent, il y a l'illégitimité des résultats des élections et des institutions qui en sont issues. Des institutions qui fonctionnent sur un déficit de légitimité ne peuvent pas fonctionner normalement. Soit elles vont s'engager dans une logique où elles cherchent à reconquérir la légitimité, ou elles s'en foutent carrément parce qu'elles considèrent que finalement le pouvoir ne doit pas venir nécessairement du peuple. La polarisation de l'ensemble de la population. Lorsque il y a toujours des élections qui sont émaillées des conflits, qui sont émaillées des remontrances des uns et des autres, finalement, ce processus de réconciliation engagé depuis des années se trouve quelque part mis à mal parce qu'il va y avoir des pôles au sein de la population, surtout des gens qui considèrent qu'ils ont exprimé une certaine volonté et qui n'a pas été prise en compte. Et cela expose de façon permanente la société à la violence.
Parce que plus les citoyens sont convaincus que l'expression de leur volonté à travers les urnes ne constitue pas nécessairement, n'est pas prise en compte, ne constitue pas un enjeu, plus ils cherchent d'autres voies pour se faire entendre. Et cela expose la société à la violence. Il y a aussi l'émergence des sécurocraties. Ce que nous appelons des sécurocraties, ce sont ces États où tout dysfonctionnement est perçu comme un enjeu sécuritaire. C'est-à-dire parce qu'il y a eu ces conflits électoraux, parce qu'on n'est pas sûr de notre légitimité. Tel comportement, c'est un comportement qui veut nous faire tomber, qui veut nous faire reculer, tout comportement. Et du coup, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'exprime autrement, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui agit autrement que ce que nous voulons, nous considérons que c'est un enjeu sécuritaire et nous donnons une réponse disproportionnée. On ne tolère plus rien, on a l'impression que tout le monde veut nous remplacer et ce genre de sécurocratie provient de la flambée des violations des droits de l'homme, à la suite des conflits électoraux, ou même en amont des conflits électoraux, on assiste aussi à des cas de violation des droits de l'homme. Mais aussi la conséquence des conflits électoraux, comme le disait Christine Hoagland, il y a un lien inextricable entre les conflits électoraux et le développement humain. Les conflits électoraux et le développement humain. C'est-à-dire une société où on va dans des élections et que ces élections donnent lieu à des échauffourées, même quand ces élections sont émaillées de conflits, mais que ces conflits ne dégénèrent pas, il y a toujours un problème de s'engager véritablement sur la voie du développement. Parce que généralement, ces institutions qui sont issues des élections controversées, généralement, ces institutions n'auront pas une vision claire de développement. Et on va assister donc à une gouvernance à tâtons de la part de ce genre d'institutions qui tâtonnent et qui ont du mal à engager le pays sur une ligne claire de développement avec des résultats clairs. Il y a aussi la baisse du niveau de confiance sociale. La baisse du niveau de confiance sociale, c'est-à-dire que les citoyens entre eux, ça fait remonter une certaine méfiance. Lorsqu'on sait qu'on a affaire à des institutions qui ne sont pas nécessairement légitimes et lorsqu'on sait qu'entre nous, nos volontés respectives ne comptent pas pour autant. Mais aussi la baisse de la confiance des investisseurs nationaux et étrangers. C'est aussi une conséquence. Lorsqu'on sait que les élections sont source de conflits et que les élections conduisent ne sont pas nécessairement légitimes. Et généralement, ces institutions, c'est que ce sont des institutions qui n'ont pas été choisies parce qu'ils n'ont pas su ce qui était nécessaire, ce qui pouvait effectivement convaincre. Et donc, les investisseurs vont commencer à se méfier. Aussi, avec cette logique de sécurocratie que j'ai évoquée, où on a tendance à considérer que tout ce que nous ne contrôlons pas rentre dans le cadre du complot contre nous. Alors que la liberté, c'est souvent quelque chose qui est sacré dans le monde des investissements. Alors, l'instabilité générée par les conflits électoraux conduit à la recrudescence de fortes inégalités au niveau de la répartition des richesses. On arrive à une posture d'autorité parce qu'on sait qu'on est passé par des voies qui ne sont pas orthodoxes. On fait tout pour s'enrichir rapidement parce qu'on n'est pas sûr que les
voies marcheront à l'échéance prochaine et des inégalités au niveau de la répartition des richesses. Aussi, c'est le déficit d'engagement de l'ensemble de la population derrière les projets de développement. Dans des pays donnés, on peut mettre en place un vaste projet de développement, si vous voulez, un très bon projet, mais à la fin, on sent que les gens ne sont pas en train de suivre. Les gens ne sont pas en train de suivre parce que dès le départ, il y a eu ce problème de légitimité. Les gens n'ont pas confiance en vous, les gens ne vous ont pas donné leur confiance et du coup, ils ne comprennent pas vous suivre. La culture, l'autre conséquence, c'est la culture politique de négligence de la légitimité populaire comme moyen d'accès au pouvoir. Lorsque vous savez que d'une manière ou d'une autre, vous allez gagner les élections, un certain temps, les intérêts vous importent peu. La mobilisation d'autres voies d'accès au pouvoir en dehors des élections, y compris la violence. Lorsque les gens sont convaincus que de par la compétition électorale, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir, ils trouvent d'autres moyens. Et cela engendre un fort risque de retour à la guerre. Comment, parce que nous venons de voir que ces conflits électoraux ont des conséquences néfastes sur la gouvernance et le développement du pays, comment les surmonter? Comment peut-on faire des pistes qui peuvent nous amener à les surmonter ensemble et coordonner les approches. Travailler ensemble et coordonner les approches. Tous les partenaires électoraux doivent être impliqués à chaque étape. Il ne faut pas considérer qu'on peut travailler en vase clos et sortir avec des décisions, sortir avec des actes, sans consulter tous ceux qui sont concernés par les élections. Ça risque de... On évolue vers des conflits électoraux lorsqu'on n'a pas cette tendance à associer tout le monde. Coordonner tout au long du cycle électoral. Comme je l'ai dit, les élections ne sont pas des événements, mais des processus. C'est-à-dire, considérer que chaque étape est importante, que chaque étape compte, et lier cela avec le travail ensemble en associant tout le monde. Souligner les valeurs et les principes, c'est aussi important. Ne pas penser que parce que tel s'engage dans une élection, ne pas penser que naturellement c'est quelqu'un qui est acquis aux valeurs démocratiques. Donc c'est toujours très important de revenir sur cette question de valeurs démocratiques. Et savoir que le processus compte autant que le résultat. Le processus compte autant que le résultat. Il ne faut jamais penser qu'il y a une phase qui n'est pas importante. Le processus compte autant que le résultat. La non-violence. En toute chose, savoir que d'emblée, lorsque vous vous engagez dans une élection, c'est que vous avez renoncé à toute pratique violente. Et qu'au besoin, lorsqu'il y a des malentendus, au lieu de les régler par la violence, faites confiance aux institutions judiciaires. Encore faut-il que ces dernières soient crédibles. Le leadership fondé sur les valeurs. Les leaders des partis politiques, les leaders tous les leaders dans l'ensemble doivent rappeler toujours, ils le font toujours, mais de façon particulière durant la période électorale, ils doivent revenir sur la question des valeurs, notamment accepter la différence, parce que par essence, une élection comporte les différences. Accepter qu'il y ait un débat contradictoire, accepter un point de vue contraire et accepter que quelqu'un vous dise clairement ou accepter de constater que quelqu'un ne votera pas pour vous. Parce que c'est cela la démocratie et c'est cela la compétition. La transparence. Lorsque vous faites bien les choses, surtout au niveau de l'administration des élections, lorsque les organes d'administration des élections font tout en transparence, lorsqu'ils n'ont rien à cacher, ça renforce la qualité du processus démocratique. Mais aussi l'échange d'informations. L'échange d'informations au quotidien, surtout au niveau parce que nous sommes une société exposée au conflit, il faut qu'il y ait un système d'alerte rapide. C'est-à-dire, lorsqu'on voit
un signal, même si ce signal il est faible, du risque de conflit, partager cette information avec les autres partenaires, y compris l'administration électorale. La responsabilité par la participation. Le processus électoral, c'est un citoyen de tout le monde. La première des choses, c'est de participer. C'est d'y participer à tout. On risque de renoncer à l'idée citoyen. Donc, à tout prix, ça c'est une chose, mais la responsabilité par la participation, c'est que de la société civile doivent trouver une façon de participer pour que l'élection soit une élection crédible, notamment à travers des activités comme celle-ci. Mais les organisations de la société civile peuvent aussi aller très loin, la responsabilité par les codes de conduite, pour amener différents acteurs à signer des codes de conduite qui peuvent conduire à des élections crédibles. Mais aussi l'intégration et la flexibilité. Les partenaires électoraux, surtout au niveau de l'administration électorale, ils doivent être flexibles. Vous venez toujours pour dire, voilà, c'est fini, nous avons décidé ceci, vous n'avez pas reçu. Ça aussi, ça génère des remontrances qui peuvent être des viviers de conflits. Donc, vaut mieux accepter d'être flexible. Parce que lorsqu'il y a un consensus, il n'y a rien qui ne peut être changé. Parfois, donc, il y a des rigidités dont on ne comprend même pas la pertinence. Mais quand on consulte tout le monde et qu'on accepte de changer des positions qu'on a déjà prises, ça évite les conflits électoraux. La collaboration plutôt que la compétition. Dans toute chose, il ne doit pas y avoir nécessairement la compétition, même si c'est un processus électoral. Parfois, vous pouvez collaborer. Parfois, vous pouvez collaborer, notamment pour assainir le climat politique. Oui, vous êtes en compétition. Mais collaborer, par exemple, pour gérer des questions de violence dans les communautés. Vous êtes en compétition, mais ça doit être une compétition élégante. Donc, vous pouvez collaborer pour ça. La justice, les institutions judiciaires doivent être là parce que, compte tenu de l'importance des attentes que les différents acteurs nourrissent dans les processus électoraux, il ne peut pas ne pas y avoir des manquements. Et les institutions judiciaires doivent se montrer à la hauteur. L'indépendance, impartialité, compétence des organes d'administration des élections, ça, ce sont des fondamentaux. Ce sont des fondamentaux. Lorsque les organes d'administration des élections ne sont pas suffisamment indépendants, ne sont pas engagés dans une sorte d'impartialité et qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences pour conduire le processus électoral, sachez que d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une sorte de conflit, peu importe l'intensité de ce conflit, mais il y en aura. L'instauration de la confiance, Les moments de méfiance ne manquent pas parce que les enjeux sont importants. Mais le travail pour continuer à nourrir une certaine confiance, les échanges pour continuer à nourrir une certaine confiance. Il y a aussi l'apprentissage par l'action. C'est-à-dire, à la fin d'une phase, lorsqu'il faut tirer des leçons qui s'imposent, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, et pourquoi pas redresser le tir. Il faut qu'il y ait, pour surmonter les conflits électoraux, il faut également qu'il y ait une interaction. Il faut qu'il y ait des interactions, qu'il y ait une forte interdépendance de la société civile, du monde des affaires et de la politique. Il ne faut pas qu'il y ait une sphère qui fonctionne en vase clos. Les gens doivent se parler, les gens doivent échanger. Mais aussi la réactivité. C'est très important de la part des partenaires électoraux. Si je constate un signal de violence, même si ce signal est faible et que je le signale à la personne concernée, il faut réagir. Parfois, vous pensez que c'est très faible, parfois, vous pensez que c'est la surenchère, mais si vous laissez cet acte, peu importe ce fait que ce n'est pas un
Un acte qui est de nature à bouleverser le processus, si vous le laissez passer, il ouvre la voie à d'autres qui peuvent être plus importants et que vous ne pourrez pas redresser. Donc, réagir chaque fois. La coexistence, c'est fondamental. La coexistence, tout comme la coexistence, il faut d'abord savoir que, au final, vous êtes du même pays, vous êtes des citoyens des mêmes pays. Oui, vous êtes en compétition, mais sachez que vous êtes de ce pays et que vous continuerez à coexister, à vivre ensemble, même après. Donc, c'est très important de reconnaître cela. Le soutien respectueux. Parce que d'une manière ou d'une autre, au cours d'un processus électoral, vous allez nous demander de nous aligner comme citoyens, de vous soutenir. Mais ce soutien doit être respectueux des autres. Donc, un militantisme responsable qui reconnaît que d'autres sont des militants d'autres courants politiques et que je dois avoir du respect envers eux, c'est aussi très important. Il faut s'assurer de la participation des maillons stratégiques de la population. S'assurer que ces franges de la population stratégiques, comme les jeunes, comme les femmes, participent au processus électoral, mais aussi des catégories qui peuvent être mises à côté, alors que ce sont des catégories stratégiques comme les rapatriés, comme les déplacés internes aussi. Il faut mener des campagnes en faveur de la paix. Pour dire oui, nous sommes en compétition. La paix n'a pas de prix et cette compétition électorale, ces élections démocratiques, normalement, doivent être un moyen de renforcement de la paix, pas pour l'ébranler, mais également le développement et formation au leadership stratégique. À un certain moment, parce que les leaders des différents courants politiques ne se montrent pas à la hauteur de leurs tâches, ne sont pas à mesure de canaliser leur courant, on peut assister à des dérapages durant le processus électoral. Donc, pousser les leaders, donner les capacités suffisantes aux leaders des différents courants en compétition, les capacités pour qu'ils puissent jouer leur rôle, ça peut permettre de prévenir les conflits électoraux. Mais alors, je m'en veux conclure en disant que les élections pour les élections ne sont que démocratie procédurale. Les élections ne constituent qu'une phase de la vie démocratique d'un pays. Après les élections, les citoyens doivent continuer à vivre la démocratie à travers le droit d'expression, à travers la liberté de réunion, à travers le contrôle qu'ils doivent exercer sur les institutions. Donc, les élections doivent être conduites à tel point qu'elles permettent de construire un espace démocratique où les citoyennes et les citoyens peuvent contribuer à la vie de la nation. Sinon, si on se limite aux élections, on sera toujours dans une sorte de démocratie procédurale où on fait les élections pour les élections. Mais aussi, les élections doivent générer un cadre de légitimité institutionnelle. C'est-à-dire, les élections doivent conduire à des institutions légitimes. Un cadre de légitimité institutionnelle où se négocient et se renégocient les termes d'un contrat social solide. Ces élections doivent permettre que ce contrat social qui fait que d'abord les citoyens, tous les Burundais se sentent véritablement burundais et que personne ne se sente comme citoyen de seconde zone. Et puis, ce contrat social qui pousse sans cesse les dirigeants à se préoccuper de la satisfaction de ces citoyens qui sont considérés comme le début et la fin de toute action politique. C'est à partir de cela donc qu'on peut penser qu'on peut garantir la paix et le développement durable. Et voilà, je vais m'en arrêter par ici. Merci beaucoup.